matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. À la volée, donc je suis très heureuse de recevoir Santa Depeut. Bonjour. Santa Depeut Bonjour, vous êtes journaliste pour Essentiel News, collaborant à plusieurs revues, Nexus, Néo Santé et d'autres. Présidente de la section Children's Health Defense Europe, qui est présidée justement par Robert Kennedy Jr. Vous, aujourd'hui, vous allez nous parler notamment d'un des livres de Robert Kennedy Jr., Labo P4 One, que nous a-t-on caché, la terrifiante course aux armes biologiques. C'est un livre qui a été traduit, qui a eu un énorme succès aux États-Unis et qui a été traduit par les éditions Résurgence. Je vous montre ici la couverture. C'est un livre très, très, très important, très fouillé, très sourcé comme toujours, puisque je le rappelle, Robert Kennedy Jr. est avant tout avocat sur ces causes-là, de la sanitaire notamment. C'est comme ça d'ailleurs, Santa Depeut, que vous avez été amené à travailler avec lui. Vous allez nous expliquer tout ça. Et puis on reviendra sur ce sujet. Puis évidemment, on l'a entendu juste avant, on parlait de JF Kennedy et de son discours de 1961 et de son approche justement de vouloir, entre guillemets, lui aussi drainer le marais, parler vrai pour utiliser des expressions plus modernes. Eh bien, on a entendu encore hier ou avant-hier une vidéo de Robert Kennedy Jr. qui dit que lui aussi il veut drainer le marais, qui parle de collusion. Avant de vous donner la parole et de parler et de Wuhan et des mensonges et plus généralement de son combat qui est le vôtre, je vous propose d'écouter un extrait également de Robert Kennedy, cette fois-ci Junior, et je vous fais la traduction en simultané. Tout le monde a entendu l'expression de Donald Trump. Il faut drainer le marais à Washington. Son instinct-là est parfait. Le problème est qu'il ne s'agit pas seulement d'individus corrompus, il s'agit de tout un système véreux. Il s'agit des agences fédérales, de lobbies, de think tanks, d'organismes de recherche. Il s'agit des universités, de l'éducation et des médias. Et ce sont des entreprises qui se sont emparées de ces agences pour en faire les marionnettes des industries qu'elles sont censées justement réglementer. J'ai passé 40 ans à poursuivre presque toutes les agences, les nombreuses industries, et je connais eh bien, le nom de ces agences, le nom de ceux qui les dirigent, les mauvais acteurs qui doivent être chassés. Je comprends les incitations perverses qui permettent un détournement total de ces agences, et je sais comment ce système est censé fonctionner pour protéger l'intérêt général. Et comment il fonctionne en réalité pour protéger les intérêts des industries réglementées. Je vais vous dire comment on fait. Et là, voilà, nous allons donner la parole aux lanceurs d'alerte. Nous allons agir, nous allons mettre fin au pantouflage, nous allons permettre au cadre de la lobby d'entrer et de sortir de ce gouvernement. Voilà ce que nous allons faire avec Donald Trump. Et là, on voit Donald Trump apparaître dans cette image. That's what it means to drain the swamp. Voilà ce qui signifie drain the swamp. Alors, drainer le marais, c'est ce que fait en effet Robert Kennedy Jr. Tout le monde ne le connaît pas forcément très bien en France, Santa Depeut. Et vous avez travaillé pour Children's Health Defense. Est-ce que d'abord vous voulez bien nous expliquer ce que c'est que ce combat que vous avez mené avec lui? Oui, tout à fait. Voilà, en tout cas, merci de me recevoir. Je vais d'abord préciser que l'association en Europe a fermé. Et donc voilà, je n'en suis plus la présidente puisqu'il n'y a plus d'association ici en Europe, ils ont tout réintégré aux États-Unis. D'accord. Et je dirais qu'en fait, mon travail, ça a commencé avec les vaccins, l'autisme et la vaccination, Vax à Bruxelles avec Michel Rivasi, tout ça. Donc on était sur les mêmes sujets depuis un certain nombre d'années. J'ai eu l'occasion de le rencontrer en 2018. Et puis voilà, on était régulièrement en contact parce qu'en fait, il a tout un groupe, je dirais, de plusieurs centaines de lanceurs d'alerte, journalistes, experts, juristes, scientifiques, etc., avocats, bien entendu, puisqu'il est lui-même avocat. Oui. Qui l'entourent depuis pas mal d'années, notamment pour tout ce qui est soit le lobby, soit les activités donc vraiment proprement juridiques, les procès, etc. Puisqu'aux États-Unis, ils font des grands procès. Donc lui, il est un peu sur toutes les causes environnementales. Oui. Mais aussi, on va dire la 5G, tout ce qui est évidemment les médicaments, les vaccins, la pollution de l'air, etc. Donc, il y a énormément de sujets sur lesquels il travaille depuis longtemps. Et c'est pour ça, comme il dit, il a lui-même
commencé finalement à se battre contre ces gros lobbies Et qui les à connaît l'âge. de l'intérieur, finalement. Exactement. En fait, il a même, on va dire que quelque part, son combat personnel, il le raconte parfois, a commencé à l'époque où son oncle était président. Parce qu'il c'est vraiment un grand écologiste, on va dire, peut-être avant même que le mot écolo soit vraiment Mmh. introduit. Et donc, il s'est battu toute sa vie contre voilà, ces grandes corporations, c'est le cartel des empoisonneurs, comme l'appelle Eh ben, son ami. on va y arriver évidemment à ce cartel des empoisonneurs, mais seulement juste, je voulais vous demander sur cette annonce d'alliance avec Donald Trump et son slogan Make America Healthy Again. Évidemment, j'imagine que ça vous parle. Alors, oui, bah, disons évidemment, c'est vraiment la cause qui le motive et sur laquelle il est réellement sincère, parce que tout le monde se pose toujours beaucoup de questions sur, voilà, qu'est-ce qui est de la politique, qu'est-ce qui est, voilà, les hommes politiques font beaucoup de promesses en campagne et puis après, c'est pas toujours ça derrière. Donc moi, je peux vraiment témoigner que c'est quelqu'un qui est sincèrement motivé par cette cause. Et je le vois d'ailleurs, tout son staff, ce sont beaucoup des parents qui ont eu bah, des enfants, on va dire, handicapés ou abîmés par différents types de maladies, souvent liées à des médicaments ou à des facteurs environnementaux. Donc je veux dire, on le sent, on l'entend parfois même, il a des trémolos dans la voix quand il en parle. Oui. Il est tout à fait sincère là-dessus, c'est vraiment son objectif principal. Maintenant, moi, j'ai plus de doutes sur Trump. Mmh. Alors, évidemment, on aurait souhaité que Bobby aille quelque part Jusqu'au bout. euh, Oui. jusqu'au bout de sa campagne. Maintenant, il est clair qu'on a vraiment fait, enfin, je veux dire, il a eu un courage extraordinaire. Je pense que ce qu'il a déployé depuis plus d'un an pour vraiment pouvoir alerter les Américains, pour être un candidat présidentiel qui peut faire un changement, on a bien vu à quel point le système bipartisan interdit d'une certaine manière de Le réellement candidat faire campagne. indépendant. Oui. Il n'y a pas d'égalité. C'est pas possible pour un candidat indépendant. Mmh. Donc, voilà, je crois qu'à un moment, il s'est dit, est-ce que oui ou non, il peut vraiment encore essayer au moins de faire passer quelque chose au niveau de ce volet-là, voilà, d'améliorer la santé des enfants américains, tous les Américains en général, en se ralliant à Trump. Voilà, et c'est sûr que Trump va dire oui. Maintenant, bon, on ne sait pas très bien ce qui va se passer après les élections. Oui. Mais Bon. voilà, il y a aussi la guerre en Ukraine, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais enfin, on sait qu'ils sont tous les deux quand même fortement opposés à la Mmh. guerre, alors que le démocrate est quand même nettement plus belliqueux, quoi. Oui. Donc, voilà. Ouais, en tout cas, non, mais c'est très intéressant et très intéressant de vous avoir, vous qui avez travaillé à ses côtés. Alors voilà, aujourd'hui, puisqu'on parlait tout à l'heure de conspiration, bah, ici, il est vraiment question d'une conspiration mondiale avec ce qui s'est passé à Wuhan. Que nous a-t-on caché? C'est en tout cas, comment dire, il y a clairement des investissements américains qui ont été faits et cette course, on le dit, aux armes biologiques. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus? On n'aura pas le temps de décrire les 1 kilo du livre qui est devant nous, c'est extrêmement sourcé, mais ce que révèle un petit peu ce livre et le rôle des Américains dans ce laboratoire P4. Oui, alors écoutez, d'abord ce livre est vraiment, c'est vrai qu'on est un peu paniqué quand on voit la taille du livre, mais ça se lit, enfin en tout cas moi je trouve que ça se lit vraiment comme un roman. Et en même temps, il doit y avoir près de 2000 références peut-être, je ne sais pas, mais c'est Oui, extrêmement documenté, comme ce qu'il fait toujours. Ce qui est bien, c'est que dans une première partie, je veux dire, il dresse vraiment l'histoire de la course aux armements pour les biologiques Américains, oui. pour les Américains, bien entendu, mais qui ont récupéré, on s'aperçoit qu'ils ont très tôt après la guerre, immédiatement, on va dire, il y a tout de suite eu la guerre froide qui s'est enclenchée, hein, voilà, en tout cas, toute on va dire, la guerre froide contre les Russes. Donc, ils ont récupéré à la fois les scientifiques allemands, on le savait plus ou moins aujourd'hui, avec ce qu'on a appelé Paperclip, oui.
clip, etc. Par contre, on ignorait complètement, enfin, en tout cas, beaucoup de gens ignoraient, y compris moi, qu'ils avaient également récupéré des scientifiques japonais qui avaient fait, eux, je veux dire, beaucoup d'expériences, probablement même encore bien plus que les Allemands, en tout cas à plus grande échelle, notamment lors de leur guerre contre la Chine. Et donc là, effectivement, c'est vraiment un programme qui a été concocté dès après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement le département de la recherche militaire, c'est tout de suite finalement lié à la santé publique. C'est-à-dire très vite, et là c'est clair que Anthony Fauci, dont on a quand même entendu parler, puisque c'était Monsieur Covid aux Oui. États-Unis, et on peut dire que c'est probablement avec Bill Gates l'homme le plus influent au niveau de la santé mondiale. C'est quand même quelqu'un qui gère un budget avec son institut, le NIH, de, je pense, 45 milliards de dollars, qu'il distribue non seulement aux États-Unis, c'est-à-dire à toutes sortes d'instituts, de chercheurs, etc., mais aussi à travers le monde. Donc, partout dans le monde, je veux dire, la recherche scientifique dépend du bon vouloir et les universités dépendent du bon vouloir d'Anthony Fauci. Évidemment, ça s'applique aussi à tout ce qui est publication scientifique, etc. Donc, on comprend très, très vite comment finalement tout le domaine de la santé, où on est toujours censé avoir des publications indépendantes, des chercheurs indépendants, etc., c'est tout ce qu'on nous raconte, hein, est complètement verrouillé, en tout cas quand il s'agit de ces gens-là. Et donc ce qu'il nous décrit, c'est un véritable cartel. Oui, il appelle le cartel d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Il appelle le cartel de la biosécurité. Et c'est vraiment un cartel criminel. On découvre, et c'est ça qui est choquant, parce que quand il parle dans son titre de la terrifiante course aux armes biologiques, ce qui est terrifiant, c'est que ces gens ne reculent devant rien, y compris, alors, soit à, et là, il explique vraiment à dissimuler on va dire, des accidents de laboratoire, à dissimuler des recherches qui sont ces fameuses recherches de gain de fonction. Je pense qu'on en a déjà parlé, mais donc pour le rappeler, ce sont des recherches qui ont pour objectif de rendre les pathogènes plus transmissibles, donc de pouvoir se propager plus facilement au sein de la population et en même temps plus dangereux. Or, normalement, on a de manière naturelle plus un virus ou un agent, on va dire, dangereux, finalement, moins vite il se propage parce qu'il a tendance à tuer son hôte. C'est un peu les principes de base de la biologie. Donc, c'est une forme de hacking, on va dire. Alors, juste une parenthèse sur ce gain de fonction. D'abord, expliquer que, en effet, dans la course aux armes biologiques que vous commencez à raconter, évidemment, là, on doit le faire en très court. Les Américains ont compris, enfin, ont voulu mener cette course à l'armement. C'était beaucoup moins connu que la guerre des étoiles, justement, hein, mais biologique, avec une arme biologique, donc des maladies en fait transmissibles qui puissent entre guillemets tuer ou abattre l'ennemi. D'ailleurs, ce qu'explique Robert Kennedy Jr., c'est que dès le début, on comprend que si on veut abattre l'ennemi avec une maladie, il serait peut-être bien que sa propre population ne soit pas elle-même abattue. Donc pour ça, comment faire ? Eh bien, c'est pour ça que dès le début, l'industrie du vaccin est liée à l'industrie de la biosécurité ou de la défense, si on peut l'appeler comme ça, mais en fait de ces armes biologiques. Donc les armes biologiques sont liées au développement des vaccins dès le début, c'est ce qu'il explique. Oui. Oui, mais tout à fait. Et ça, c'est vraiment, et puis c'est quand même, il y a une fameuse industrie du vaccin derrière. Alors, il n'y a pas que le vaccin, on a vu le remdesivir, etc., toutes les entre guillemets, mesures de lutte. Mais il est clair que vacciner toute la planète, ça rapporte énormément. Donc, c'est toujours systématiquement lié, parce qu'ils ont fait tous ces exercices de simulation des pandémies, c'est toujours systématiquement lié au développement de vaccins, à la constitution de stocks, et qui sont malheureusement des vaccins qui ne sont pas soumis aux mêmes critères que les vaccins traditionnels pédiatriques, etc., qui sont normalement approuvés par la FDA. Donc ici, il y a toute une série de passe-droits
puisqu'on se place directement dans le cadre on va dire, de la réponse militaire. Donc, en fait, c'est vraiment les militaires qui prennent le contrôle de toute cette opération. Alors moi, quelque chose où je pense qu'il faut vraiment faire un petit peu attention, c'est que dès qu'on a en fait des nouvelles inventions technologiques, biotechnologiques, etc., d'un côté, enfin, l'impression qu'on a, c'est que d'un côté, les chercheurs exagèrent les promesses. Vous vous souvenez, avec la génétique, on allait guérir toutes les maladies à 30 ans. Donc, les chercheurs exagèrent les promesses de guérison, de miracles scientifiques. Et d'autre part, il y a toujours, pour évidemment engranger toute une série de bourses et de financements. Et on a tout de suite le pendant au niveau je dirais, de l'agenda, la biosécurité des militaires, etc., qui disent, mon Dieu, vous voyez tout ce qu'ils disent pouvoir faire. Nous aussi, on a besoin d'autant de budget parce qu'ils vont faire, ils vont faire des choses horriblement dangereuses. Alors qu'en réalité, c'est pas toujours aussi efficace qu'on veut bien le dire. Oui, ça c'est intéressant. Alors, revenons sur Wuhan, parce qu'on a peu de temps pour le traiter, mais on le refera plus longuement ensemble. Je rappelle que les gain of function sont interdits aux États-Unis, justement pour des raisons de sécurité, j'imagine, et que donc à Wuhan, ce que dit Robert Kennedy Jr., de toute façon ça a déjà été révélé maintenant ailleurs, mais il y a 1 an ou 1 an et demi, on n'avait pas le droit de le dire, qu'il y avait bien ces gain of function. Alors quel était le rôle des Américains sur ce laboratoire ? Oui, déjà, c'est vrai qu'il en parle peu, mais on aurait pu parler un petit peu de la France, puisqu'en fait, c'est quand même Mérieux qui a construit, c'est les Français, c'est Barnier même, je crois, qui a signé les contrats. Donc, c'est les Français qui avaient été pressentis pour développer le labo. Disons que les Chinois n'avaient eux-mêmes pas encore vraiment de labo, on parle d'il y a une vingtaine d'années, début des années 2000, n'avaient pas vraiment eux-mêmes de labo hautement sécurisés, ni des chercheurs très qualifiés pour faire ce genre de recherche. Et donc, ils ont voulu développer leur propre labo. Maintenant, on va dire, les Français ont rapidement été évincés par les Américains, qui ont eux-mêmes d'ailleurs formé les scientifiques, etc., aux États-Unis, à Galveston. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment un partenariat Chinois, très étroit entre les scientifiques américains, les financements américains via Anthony Fauci, qui, à partir du moment où on va dire les expériences des recherches duelles de gain de fonction ont été interdites, a quand même exporté ça en Chine via une organisation qui s'appelle EcoHealth Alliance, mais qu'ils ont réellement financé. Madame Xi Zhengli, la fameuse chercheuse... Oui, la première, la lanceuse d'alerte, en fait. Oui. Pardon, oui, c'est ça, dont on pense vraiment que ce sont ces expériences, entre guillemets, qui ont, qui ont débordé. Puisqu'apparemment, ce sont ces premiers, en tout cas, c'est ce qu'on dit dans le livre de Kennedy et dans le rapport au Congrès, au Sénat. Ce sont les premiers collaborateurs, les collaborateurs proches de Madame Xi Zhengli au laboratoire de Wuhan, qui ont été les premiers, les patients zéro, comme on dit, du Covid. Voilà. Donc, oui, il y a vraiment... Là, c'est consternant. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a des questions qui restent ouvertes entre quel est le rôle des États-Unis, puisqu'on sait que la CIA participe très étroitement au financement de toutes ces activités. Donc, la CIA qui protège évidemment toute l'industrie militaire, tout ce cartel criminel. Alors, dans quelle mesure est-ce que, entre guillemets, les États savent ou pas, ou c'est une partie on va dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'État profond, qui fait ça à l'insu, soit du gouvernement chinois, soit du gouvernement américain. Qui était le gouvernement Trump à l'époque, au départ. Oui, non, mais c'est très, très intéressant, une forme de collusion, en effet, inattendue ici entre les Chinois et les Américains sur ce sujet. Et puis, cette fausse surprise des Américains au moment du débordement, enfin des premiers signaux, on va dire, du virus Covid et de la transmission du Covid. Toute la mise en scène des enquêtes qu'on était censé faire en Chine qui n'ont pas été faites dans le temps. Donc on voyait bien qu'il y avait
avait une espèce de volonté aussi de préserver les intérêts chinois, ce qu'on avait du mal à comprendre pour des Américains. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec le livre de Robert Kennedy, vous avez plus d'informations là-dessus? Alors, c'est clair qu'il y a pas il y a les Américains, et puis il y a les Américains qui dirigent l'OMS. On pense aussi à Bill Gates. Oui, c'est Donc, ça. Oui. il y a et Tedros qui est en fait est à la fois, je Tedros dirais, Ghali. Oui. un agent de Bill Gates, puisqu'il a travaillé pour la Fondation Gates, et pour c'est pas USAID, mais le programme, un autre programme américain très important. Oui. De Et toute en façon, même les temps, premiers financements de l'OMS sont Bill Gates. ouais, oui, tout à fait. Et en même temps, un grand ami de Xi Jinping, etc. Et je veux dire, je pense que l'Éthiopie est vraiment la porte d'entrée pour les Chinois sur tout le continent africain. Donc, il y a énormément. Alors, on sent quand même, c'est intéressant de se poser la question. Dans quelle mesure Bill Gates est lui-même quelque part inféodé, je ne sais pas, vassalisé par les Chinois? Là, il y a des questions sur lesquelles on n'a pas encore toute la réponse, mais en tout cas, on voit bien que il n'y a pas que lui d'ailleurs, beaucoup de grands industriels, etc., les pharma et compagnie, la Silicon Valley, tout ça, ils sont tous depuis pas mal d'années, depuis au moins 2 décennies, en Chine. Alors, on pense pour ouvrir des marchés, mais dans quelle mesure, finalement, le gouvernement chinois a-t-il plutôt vraiment infiltré, on va dire, les structures de pouvoir, voilà, aux États-Unis et ailleurs, parce qu'il n'y a pas que là. Euh, c'est des questions délicates, hein. Ouais. Je pense- oui. Non, mais c'est vrai que ce sont des questions très délicates. Et si on doit retenir quelque chose, c'est beaucoup de questions ouvertes et j'imagine sur lesquelles il souhaiterait se pencher si jamais il peut travailler aux côtés de Donald Trump. Je rappelle quand même quelques extraits de ce livre. Il explique que depuis le début de la guerre froide, les vaccins et le développement d'armes biologiques sont inextricablement liés, ce que je disais tout à l'heure. Bien que le cartel des armes biologiques présente les vaccins comme un moyen de défense contre les attaques aux armes biologiques, eh bien, les stratèges militaires, eux, ont reconnu que les vaccins étaient un élément essentiel de l'armement biologique offensif. La recherche sur les vaccins sert souvent de couverture ou de justification à la mise au point illégale d'armes biologiques. Et comme vous l'avez dit, il explique aussi très bien la récupération des plus grands scientifiques, que ce soit allemands ou même chinois, pour les Américains et pour développer cette course à l'armement, mais biologique. Donc ça montre, en effet, vous le dites, il y a plusieurs pans. Il y a le plan étatique, et il y a le pan pardon, du cartel, on va dire, des intérêts privés, qu'il appelle en effet le cartel de la biosécurité, et qui est aujourd'hui, d'après lui, à l'action. Et c'est pour ça que c'est intéressant de réécouter ce qu'il disait, pour revenir au début, à l'introduction, on l'entendait parler de drainer le marais. Oui, il y a vraiment de quoi drainer le marais aujourd'hui, finalement, aux États-Unis, mais pas que. Vous le rappelez, Santa de Peut. Ouais, alors, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire avant qu'on conclue. Écoutez, voilà, je pense que il faut vraiment lire ces documents pour comprendre, parce que beaucoup de gens ont du mal à imaginer comme l'ampleur, on va dire, de vraiment la collusion du réseau de pouvoir qu'il y a là derrière, et qui est vraiment un réseau de pouvoir international. On n'a pas parlé du rôle, par exemple, de Jeremy Farrar ou Wellcome Trust, etc. Mais c'est quelque chose qui s'étend finalement à travers différents États, le rôle des Britanniques, des Allemands, etc. Donc, je pense que ça vaut la peine de comprendre, de lire dans les détails à quel point tout ça est sophistiqué et gigantesque. Donc voilà, je pense que Robert Kennedy a fait un gros travail là-dessus. Maintenant, il faut pas être terrifié. Je crois, j'avais fait une interview il n'y a pas si longtemps de Martin Zizi, que vous connaissez Oui, peut-être, qui a été un tout à grand fait. expert Ouais. au Conseil de sécurité de l'ONU, justement, dans ce qui est tout ce qui est armes chimiques ou de destruction Biologie, massive, oui. ou biologique. Et donc, il disait, finalement, quand on y réfléchit, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire des choses en laboratoire. C'est pas pour autant qu'on va avoir. Donc, j'ai pas envie de donner un message au lecteur que, attention, on risque tous de mourir Non, d'une. pas du tout. Non, mais l'idée, c'est de savoir ce qui se passe et C'est ça. des enjeux et du cartel. Voilà, c'est la description, Il est finalement. clair
il est plus facile de créer, comme vous venez un peu de l'évoquer, une arme biologique dans un vaccin que finalement avec un virus dont on n'a pas la maîtrise. Donc il y a propagande là-dedans. Merci beaucoup, c'est très intéressant, Santa de Peut, et on aurait pu en parler pendant encore 2 heures parce que le livre est très très complet. En effet, la terrifiante course aux armes biologiques, Labo P4-1, que nous a-t-on caché? C'est le livre de Robert Kennedy Jr. qui était traduit aux éditions Résurgence. Et je rappelle, Santa de Peut, que vous êtes journaliste pour Essential News, collaborant à plusieurs revues comme Nexus, Néo Santé. Vous avez été président de la section Children Health Defense Europe, qui est présidée par Robert Kennedy Jr. justement. Merci beaucoup pour cette aide. Merci beaucoup pour ces informations également sur Robert Kennedy Jr. Et puis nous